Antoine est déjà intervenu à plusieurs reprises pour Arocha France. Alors Antoine est professeur de physique à l'université en Espagne. Je crois qu'il va se présenter rapidement aussi, donc je n'en dis pas plus. Il est déjà intervenu plusieurs fois. Il est l'auteur notamment d'un livre sur les connexions entre les problèmes énergétiques et le climat, qui est paru il y a quelques années chez Springer en anglais. Il a aussi un cours qu'il fait sur ces thématiques, donc il connaît bien le sujet. Il est déjà intervenu au mois de novembre, je crois, dans un autre Zoom ici pour parler un peu plus des questions d'énergie. Et vous pouvez retrouver son intervention sur la chaîne YouTube d'Arocha France. Voilà, et donc c'est un plaisir de t'avoir, Antoine. Alors pourquoi on a réinvité entre guillemets Antoine alors qu'il est déjà intervenu? C'est vrai qu'on aime bien avoir une variété d'intervenants, mais il se trouve que j'ai eu plusieurs questions concernant la science du climat, puisque l'objectif de ce réseau des ambassadeurs, c'est de vous permettre d'aller parler de ces questions de sauvegarde de la création, de changement climatique, de toutes ces questions qui sont d'actualité et qui interpellent les gens. Et il se trouve que un certain nombre d'entre vous m'ont posé des questions par rapport à la fiabilité de la science du climat. Est-ce qu'on peut être sûr est-ce qu'on peut être sûr que c'est bien les hommes qui réchauffent le climat? Qu'est-ce qu'on répond à des gens qui pourraient mettre en doute la science du climat? Donc c'est pour ça que j'ai pensé à redemander à Antoine d'intervenir pour un petit peu nous éclairer sur ces sujets. Donc, je laisse la parole à Antoine pour une intervention d'environ une demi-heure, suivie de questions-réponses. Bon, bonsoir à tous. Donc, je suis très content d'être ici, entre guillemets. Et voilà, je vais vous parler de tout ça. Donc, changement climatique, comment, pourquoi. Et en fait, vous allez voir que les réponses, les questions auxquelles je vais essayer de répondre sont en fait en même temps assez souvent des réponses aux questions des sceptiques. Alors là, vous avez mon email, c'est assez simple, antoinebrett@hotmail.com. Vous pouvez m'écrire quand vous voulez. Et en général, je réponds assez vite. Donc là, en ce moment, j'habite en Espagne. En ce moment même, je suis à Madrid. Et je suis prof dans une fac qu'il y a ici, à Ciudad Real, depuis 2004. Alors, quand je suis arrivé là, donc il y a 16 ans, je faisais des recherches sur la fusion nucléaire et j'avais envie d'avoir une vision d'ensemble du problème de l'énergie. Franchement, à cette époque-là, le climat, je ne savais même pas qu'il était en train de changer. Je débarquais complètement. Mais bon, j'avais envie d'apprendre, et vous avez peut-être déjà remarqué que enseigner, c'est génial pour apprendre. Et donc, ça fait 16 ans que j'enseigne un cours là-dessus. Donc, c'est pas ma recherche, c'est mon enseignement. Et puis, alors, Castilla-La Mancha, donc vous avez peut-être entendu parler de Don Quichotte et Sancho Panza. Don Quichotte de la Manche, c'est cette région-là d'Espagne. Alors, de quoi je vais parler? Voyage. Je vais essayer de répondre à ces questions. Qu'est-ce que le climat? Qu'est-ce que la météo? Et pourquoi est-ce qu'on peut prédire l'un et pas l'autre? Comment on sait qu'il y a un réchauffement? Comment on sait que ce réchauffement il vient des gaz à effet de serre? Comment on sait que ces gaz à effet de serre viennent de nous? Et quel est le consensus scientifique? D'accord? Donc je vais essayer de vous donner des réponses à ces 5 questions. Alors sur l'organisation en général, n'hésitez pas à m'interrompre. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est noter le nom de la diapo en bas à droite et me poser une question à la fin, enfin comme vous voulez, quoi. Donc je crois qu'on a un peu de temps, sans interruption, j'en ai pour une demi-heure. Donc si vous m'interrompez, ça va prendre un peu plus de temps, mais je crois que de toute façon, je me souviens plus combien Jean-François a réservé de temps, mais je crois qu'on a du temps, quoi. Bon, alors on y va. Alors, climat et météo, quelque chose d'important. Alors, une question qui, en son temps, fut posée de manière rhétorique par un président du gouvernement espagnol. Alors, je dirais pas qui c'est, juste qu'il avait une barbe, mais je dirais pas qui c'est. Et c'est une question très intéressante et complètement légitime, évidemment. Comment ça fait qu'on peut parler du climat dans 50 ans si on ne sait pas s'il va pleuvoir dans un mois?
Alors, comme vous voyez déjà, hein, ça c'est une question très intéressante qui est souvent avancée comme un argument contre la science du climat. Mais en fait, on peut tout à fait y répondre. Alors, une manière intéressante d'y répondre, c'est de poser deux autres questions. Alors, si j'étais dans la salle, je ferais un sondage et tout, mais bon, on n'est pas tous ensemble. Qui pense qu'il va faire plus chaud en août qu'en janvier à Madrid? Je pense que tout le monde pense qu'il va faire plus chaud en août, en janvier, en août qu'en janvier à Madrid. Pareil à Lyon, pareil à Paris, pareil, enfin, pareil quasiment dans tout l'hémisphère nord, d'accord? Maintenant, est-ce qu'il va pleuvoir le 15 septembre 2021? Personne n'en a aucune idée, d'accord? C'est même pas la peine de spécifier où, parce que ça n'arrangerait rien du tout. Enfin, si, peut-être qu'en Angleterre, effectivement, les chances sont assez élevées qu'il pleuve de toute façon. Mais alors, vous voyez, c'est intéressant parce que là, on a une certitude presque absolue, et là, on a une incertitude absolue. En fait, c'est parce que là, on est en train de parler du climat, et là, on est en train de parler de la météo. Le climat, en quelque sorte, c'est la moyenne de ce qu'on attend. Et la météo, c'est ce qu'il arrive vraiment. Alors, un autre exemple qui va permettre de mieux comprendre même. Donc ça, c'est la température quotidienne à Nantes pendant l'année 2018. Et alors, vous voyez deux choses assez intéressantes. La première, c'est qu'il y a une composante assez anarchique, à savoir ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Attendez, je vais prendre le pointeur laser, voilà. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais en même temps, c'est évident qu'il y a une tendance de fond. Et cette tendance de fond, c'est celle-là, et c'est le climat. Donc, vous pouvez tout à fait imaginer que la courbe jaune, elle est très difficile à prévoir avec plus d'une semaine d'avance. Mais la courbe bleue, on peut tout à fait en parler. Vous voyez aussi quelque chose là d'assez intéressant, c'est qu'il peut y avoir des déviations naturelles à la courbe bleue qui font un peu ce qu'elle veut. Par exemple, là, vous avez un jour de fin de printemps, donc probablement à cheval avril-mai, où apparemment il a fait très froid. D'accord? C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de saison. Donc vous voyez, vous pouvez imaginer que la courbe bleue, on peut en parler bien plus facilement que la courbe jaune. D'ailleurs, c'est pour ça que dans tous les guides touristiques, vous avez une page sur si vous allez à tel endroit à telle époque, voilà la température que vous pouvez à laquelle vous pouvez vous attendre. Donc voilà, le climat c'est pas la météo et effectivement il y a des raisons pour lesquelles la météo elle est très difficile à prédire, mais pas le climat. Donc maintenant, comment sait-on qu'il y a un réchauffement? Ben, vous allez voir, il y a pas mal de choses qui baissent et il y a pas mal de choses qui montent. Il y a en fait beaucoup d'indicateurs qui vont tous dans le même sens. Donc là, on va commencer par ce qui baisse. Donc là, je vous emmène au nord, la banquise arctique, donc c'est de la glace qui flotte. Là, vous avez presque 200 ans de données. Et vous voyez que bon, ben, ça se tient plus ou moins jusque la deuxième moitié du XXe siècle. Et puis depuis, ça commence à plonger assez brutalement. Et alors, vous observez quelque chose, et on va l'observer sur toutes les courbes, des oscillations naturelles, mais une tendance de fond. Vous voyez, la tendance de fond, là, eh ben, c'est que c'est en train de fondre. D'accord? Mais ça se superpose des petites oscillations naturelles. Ici, je vous emmène dans le sud, à l'Antarctique. Donc, cette fois-ci, c'est de la glace qui est sur un continent. Et là aussi, ben, ça fond. Et de nouveau, vous retrouvez des oscillations naturelles sur une tendance de fond à la baisse. Donc, le climat, il est marqué par cette tendance de fond. S'il n'y avait pas de changement climatique, ben, on aurait quelque chose comme ça. D'accord. Là, je vous emmène au Groenland, de nouveau, jusque pardon, la deuxième partie du XXe siècle, ça se tient tranquille. Et puis à partir des années 80, là, ça commence à baisser. Alors ça, c'est les glaciers du monde entier. Donc vous avez des gens qui auscultent ça. Vous avez, c'est depuis 1950. Donc là, vous avez 70 ans de données. Donc vous avez une couleur pour chaque région glaciaire. Donc en mauve, là, vous avez l'Europe. Donc les Alpes sont là-dedans.
la Scandinavie, l'Asie centrale, l'Himalaya doit être là-dedans. Et vous voyez que ça fond, d'accord. Non seulement la moyenne, qui est la courbe en pointillé ici, fond, mais dans toutes les régions du monde, ça fond. Alors, dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donne? Je vous emmène au glacier Muir qui est en Alaska. Vous avez là une photo qui a été prise en 1941, une photo qui a été prise du même endroit en 2004. Donc vous voyez la petite montagne là au fond, elle était là. L'épaule à gauche là, elle est là. Celle à droite, elle est là. Et là, en 80 ans, enfin là c'était 65 ans, 64 ans. Et le glacier est allé se cacher tout au fond de la vallée ici. D'accord. Et en 1941, en allant vers la droite, là, je sais pas jusqu'où il allait. Alors, quelqu'un, effectivement, pourrait dire que c'est anecdotique, parce qu'effectivement, c'est un glacier, il y en a des milliers dans le monde, mais ce qu'on a vu sur la diapo d'avant, c'est que c'est représentatif de l'ensemble. Maintenant, il y a sûrement quelque part dans le monde un glacier qui est en train de grandir. Alors ça, c'est la température globale, c'est-à-dire la température moyenne du globe. Ça, c'est un graphe très, très intéressant qui a nécessité énormément de travail de la part d'énormément de gens, parce que vous avez la température moyenne depuis 20 000 ans. Donc là, vous voyez, on a un âge de glace avec -3 de température moyenne. Le zéro, il est au début du XXe siècle. Et puis, et donc là, vous voyez bien évidemment des changements climatiques qui sont tout à fait naturels, d'accord? Il y avait des hommes à l'âge de glace, mais c'est pas eux qui dérangeaient beaucoup. Donc ça, je vais en parler tout à fait. Il y a bien évidemment des facteurs de changement climatique naturel. Donc, est-ce que le climat a toujours changé? Bien évidemment que oui. D'ailleurs, c'est grâce aux scientifiques du climat qu'on le sait. Et puis, vous avez, là tout d'un coup, on arrive au XXe siècle. Alors, un siècle à cette échelle-là, c'est quasiment vertical. Et pof, là, tout d'un coup, on a une remontée de plus de 1 degré en 100 ans. Alors, si je fais un zoom sur cette partie-là, je trouve ça. Alors, je vais attirer votre attention sur cet imbroglio là en haut à gauche. Parce que cette courbe, elle est assez intéressante. En fait, c'est pas juste une courbe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 courbes superposées. Et ces 6 courbes superposées, alors, l'organisme, là, NOAA, J-STAMP et Berkeley, c'est des Américains. NOAA, je ne sais plus ce que c'est. J-STAMP, je crois que c'est la NASA. Et Berkeley, c'est des scientifiques de l'université de Berkeley. ADCRUT, c'est les Anglais. ERA5, c'est les Européens. Donc, c'est nous et puis les autres, quoi. Et puis, le J ici, c'est pour Japan, c'est des Japonais. Donc, vous voyez que là, vous avez 6 courbes faites par des gens qui ne sont pas les mêmes, sur 4 pays, enfin bon, l'Europe, ça compte pas comme un pays, mais 4 entités géopolitiques, on va dire, différentes. Et vous voyez, tout le monde trouve à peu près la même chose. D'accord. Donc, évidemment, elles ne se superposent pas exactement. Mais franchement, tout le monde trouve à peu près la même chose. Alors, le chiffre à retenir, voilà, on l'a déjà vu avant, on a gagné à peu près 1,2 degré en 100 ans. Donc, la température globale monte. Ça c'est une courbe qui revient souvent dans les médias. Pas les 6, pas la superposition, mais juste l'une d'elles. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que d'abord, il y a d'autres indicateurs qu'on est en train de voir, et puis que cette courbe n'est pas seulement mesurée par une seule personne ou par un seul laboratoire. Donc là, on a vu des choses qui baissent. Maintenant, on a vu une chose qui monte avec la température globale. Ça, c'est la chaleur contenue dans les océans. Et alors, de nouveau, là, vous avez 7 mesures par des équipes différentes, et vous voyez, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, je dirais plutôt même le dernier quart du XXe siècle, ça commence à décoller. Ça, c'est le niveau de la mer. Donc là, on va jusqu'à -400 avant Jésus-Christ. Donc ça se tient plus ou moins tranquille, évidemment. Il y a des modulations, je dirais, avec des échelles de temps assez longues. Et puis tout d'un coup, à la fin, là, au XXe siècle, comme sur les autres indicateurs, ça se met à décoller. Alors, le niveau de la mer, c'est un indicateur assez intéressant parce qu'il est le fruit
de deux phénomènes qu'on a déjà vus. D'une part, la dilatation. Pourquoi? Parce que on a vu que l'eau se réchauffe, donc elle se dilate, d'accord? En général, quand on dilate quelque chose, quand on chauffe quelque chose, ça se dilate, sauf si c'est du caoutchouc, mais bon, les océans sont pas en caoutchouc, donc ça va. Et puis la fonte de tous les bouts de glace qu'on a vus avant. Alors, si je zoome sur ce qu'il y a à la fin, là, vous trouvez ça pour les 20 dernières années, on va dire. Et alors, chose intéressante en ce qui concerne la fonte, on pourrait penser que la fonte, enfin, ce qui augmente le niveau de la mer, c'est la fonte de l'Arctique, de l'Antarctique, du Groenland et des glaciers, c'est-à-dire tout ce qu'on vient de voir. Et en fait, l'Arctique est innocente parce que l'Arctique, c'est déjà de la glace qui flotte. Et vous pouvez faire l'expérience chez vous, c'est très simple, vous prenez un verre d'eau, vous mettez un glaçon dedans. Une fois que le glaçon est dedans et qu'il flotte, vous notez le niveau de l'eau, vous laissez le glaçon fondre et vous allez voir, le niveau de l'eau n'aura pas bougé. Donc la fonte de l'Arctique, de l'océan glacial arctique, a tout à fait des conséquences sur le climat, mais pas sur l'augmentation du niveau de la mer. Alors ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, surtout pour Aosha, je pense. Il y a énormément d'études, vous allez le voir juste après, énormément d'études qui détectent l'impact du changement climatique sur la faune et la flore. Donc là, par exemple, on est dans le nord de l'Allemagne, et vous avez des gens qui, au moins depuis 1950, regardent quand est-ce que les bouleaux ont les feuilles qui apparaissent, d'accord? Quand est-ce que les oiseaux migrateurs arrivent? C'est la courbe en bleu, là. Et puis, quand est-ce que les œufs des passereaux éclosent? C'est la courbe rouge. Et vous voyez encore, c'est un patron qui se répète encore et encore, hein, des oscillations naturelles d'une année sur l'autre, mais une tendance lourde à la baisse, d'accord? Vous voyez que, en gros, on était donc jour de décalage en 50 ans, là, il y a, on va dire 15 jours. Donc, toutes ces choses-là se passent une semaine plus tôt. Vous voyez qu'il faut quand même regarder longtemps pour s'en rendre compte. Alors, quelqu'un pourrait me dire, oui, c'est anecdotique, là, effectivement, c'est un endroit. Alors, si vous voulez en savoir plus, il faut aller sur Google et taper Camille Parmesan. Alors, Camille Parmesan comme le fromage, d'accord? Exactement pareil. Ces deux articles phares, c'est ces deux-là. Si vous vous intéressez un petit peu au monde de la recherche, vous saurez que un article cité plus de 10 000 fois, ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui s'y réfèrent. Que vous le sachiez, l'article le plus cité d'Einstein n'est que 8 000 fois. Donc, partant de Camille Parmesan, c'est un peu le sésame ouvre-toi, le mot de passe. Vous allez pouvoir avoir accès à littéralement des milliers d'études d'impact du changement climatique sur les écosystèmes. Donc voilà, vous voyez, il y a bien plus qu'un indicateur qui fait qu'on sait que la Terre est en train de se réchauffer. D'accord? Alors maintenant, donc voilà, le climat, c'est pas la météo, et le climat se réchauffe. Donc, on a vu que le climat, c'est pas la météo, qu'il est en train de se réchauffer. Donc là, on va commencer à se demander pourquoi. Alors, pourquoi? Comment on sait que ça vient des gaz à effet de serre? D'accord? Donc là, je fais un turbo-cours de climatologie. Vous avez le soleil qui... Pourquoi ça ne marche pas? Oups. Ah, voilà. Le soleil qui envoie son énergie à la Terre. Alors la Terre, elle absorbe tout ça et elle rebalance cette énergie-là vers l'espace sous la forme d'une radiation qu'on appelle infrarouge. C'est-à-dire, c'est de la lumière, mais on ne la voit pas. Alors, s'il n'y avait que ça, s'il n'y avait rien d'autre dans l'histoire, il ferait à peu près moins 15 degrés. D'accord? Donc, il ferait plutôt froid. La raison pour laquelle il n'y a pas ça, c'est qu'il y a une atmosphère. Et que l'atmosphère, elle agit comme une couverture. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Alors, ça nous dit quelque chose de très intéressant. C'est que si le climat est en train de se réchauffer, il n'y a que deux suspects possibles, soit le soleil, soit l'atmosphère. Donc, vous voyez, c'est exactement comme Homer Simpson, là, il est dans son lit, et imaginons que tout d'un coup, il est plus chaud, et qu'il n'a pas la fièvre, d'accord? Qu'il est plus chaud. Eh bien, soit quelqu'un a monté la température dans sa chambre, soit quelqu'un lui a mis une couverture de plus. Mais il n'y a pas d'autre solution.
Et vous voyez, c'est très intéressant de savoir qu'il n'y a que deux suspects possibles, soit le Soleil, soit l'atmosphère, parce que quand on a éliminé un, ben c'est forcément l'autre. C'est exactement comme, je sais pas moi, une enquête policière où il n'y a que deux suspects. On sait que ça ne peut être que l'un des deux qui a commis le crime. Si l'un a un alibi en béton et innocent, ben c'est forcément l'autre. Alors, est-ce que ce serait le Soleil? Bien évidemment, c'est le premier suspect. Donc, question, est-ce qu'il y a des cycles importants? Est-ce qu'il y a des cycles, soit du Soleil en lui-même, soit des cycles astronomiques, l'orbite de la Terre qui bouge un peu, ce genre de trucs-là, qui provoquent des changements climatiques? Et bien évidemment, il y en a, et bien évidemment, on en connaît. La courbe de température que je vous ai montrée depuis 20 000, la courbe de température depuis 20 000 ans, là, c'est justement l'un des effets de ça. Le truc, c'est que le plus court de ces cycles, il fait 20 000 ans. C'est-à-dire que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, avec une périodicité de 20 000 ans. D'accord? Donc ces cycles-là, on les appelle les cycles de Milankovic. Ils ont été prévus il y a plus d'un siècle. Ils ont été prévus il y a plus d'un siècle. Ils n'ont pas trait directement au Soleil qui fait des siennes, sinon à l'orbite de la Terre qui change un peu, ou à l'axe de rotation de la Terre qui s'incline un peu plus, ce genre de trucs-là. Mais vous voyez, nous, ce qu'on observe, c'est un réchauffement sur une échelle de 1 siècle, grosso modo. Excusez-moi, je vais boire un peu de café. Et quelque chose qui monte, qui descend tous les 20 000 ans, va rien produire en 100 ans. C'est beaucoup trop rapide. Donc, les cycles de Milankovic, et on va, vous allez voir, on va les retrouver dans pas longtemps. Les cycles de Milankovic sont innocentés. Donc, évidemment, est-ce qu'il y a des cycles plus courts? Oui, il y a un cycle assez célèbre qui est le cycle de 11 ans. Il y a des cycles similaires, d'ailleurs, qui ont été détectés dans d'autres étoiles. Et alors là, vous avez une courbe depuis 60 ans de l'énergie que nous envoie le Soleil. Donc, techniquement, c'est la puissance envoyée par le Soleil, mais bon, on ne va pas s'embêter avec ça. Vous voyez, c'est en watts par mètre carré, donc c'est la puissance reçue au niveau de l'orbite de la Terre. Alors, on voit effectivement que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et d'un pic à l'autre, il y a à peu près 11 ans. J'attire votre attention sur une chose, c'est que pour qu'on voit que ça monte, ça descend, il faut que je mette 1362 ici et 1360 là. Le zéro, il est à 1 km sous mes pieds. Si jamais je mettais 0 ici et 1362 là, on verrait une ligne droite, on verrait des lignes plates, d'accord? Donc, l'amplitude de ce cycle est vraiment faible. Déjà, c'est un cycle qui, cette fois-ci, il est trop court. Vous voyez, ça monte, ça descend, mais il n'y a pas de période de 100 ans. En plus, même, je dirais que globalement, c'est plutôt plat. D'accord? C'est pas que ça va en augmentant. Et puis, pour enfoncer le clou, comme je viens de dire, son amplitude est très, très faible. Et vous pouvez assez facilement calculer, avec les lois de la physique qu'on connaît depuis pas mal de temps, quelle variation de température on peut obtenir de ce 0,1% d'amplitude. Et la réponse, c'est à peu près 0,1 degré. Et nous, ce qu'on observe, c'est 10 fois plus. Donc, ce qui veut dire que quand bien même on observerait ça, vous voyez, quelque chose qui monte comme ça, et ben ça n'aurait pu provoquer que 0,1 degré de réchauffement, pas les plus de 10 qu'on observe. Et en plus, c'est même pas une courbe comme ça, vous voyez, ce truc-là, c'est ça monte, ça descend tous les 11 ans. Donc voilà, c'est pas le Soleil. Comment on sait que c'est pas le Soleil? Essentiellement, voilà quoi. Donc c'est forcément l'atmosphère. Si c'est pas l'un, c'est pas l'autre. Et dans l'atmosphère, les principaux acteurs qui agissent sur le climat, il y a la vapeur d'eau. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend souvent. La vapeur d'eau, c'est un plus fort gaz à effet de serre. Oui, effectivement, tout le monde le sait. C'est grâce aux scientifiques du climat encore qu'on le sait. Donc la vapeur d'eau, c'est numéro 1. Ensuite, le CO2, le fameux dioxyde de carbone. Ensuite, le méthane. Et puis ensuite, il y en a d'autres, mais là, je donne juste le tiercé gagnant. Donc, c'est principalement, et ça c'est vrai, c'est principalement grâce à la vapeur d'eau qu'au lieu d'avoir moins 15, on a plus 14 degrés. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai mis
un schéma de la Terre sans atmosphère et on voyait moins 15 degrés, c'est principalement grâce à la vapeur d'eau. Ça. Maintenant, et ça c'est peut-être un peu subtil, la vapeur d'eau n'est pas responsable du changement climatique. Pourquoi? Parce que quelqu'un pourrait imaginer, ah ben peut-être qu'il y a un phénomène naturel ou peut-être une activité humaine, d'accord, qui a envoyé plus de vapeur d'eau là-haut qu'il y avait avant. Mais ce qui se passe avec l'atmosphère, c'est que si jamais on met trop de vapeur d'eau dedans, eh ben il pleut. L'atmosphère, c'est comme une baignoire. Si jamais on met trop de flotte dedans, eh ben ça déborde. Et le débordement, c'est ce qu'on appelle la pluie. Donc, vous voyez, rien ne peut arbitrairement augmenter la quantité de vapeur d'eau qu'il y a dans l'atmosphère. Donc, et c'est pour ça que je dis que c'est à la limite un peu subtil, et c'est important de le comprendre à mon avis. Oui, la vapeur d'eau, c'est le gaz à effet de serre numéro 1, mais non, c'est pas le responsable du réchauffement qu'on vient de voir. Et donc, qu'est-ce qui reste? Eh ben, il reste ces deux lascars, d'accord, CO2 et CH4. Et donc, c'est forcément l'un des deux. Alors, je vais juste parler du CO2, mais le CH4 fait exactement la même chose. Là, vous avez le CO2 dans l'atmosphère depuis l'an 1000, d'accord? Donc, vous voyez, c'est plat jusqu'en 1700, 1800. Et puis, en 1800, ben, ça commence à décoller, comme par hasard. Donc, je dis comme par hasard parce qu'en fait, on sait que c'est lui coupable. Donc, maintenant, on est en train de vérifier. Donc, tout le monde sait que là, à peu près, la révolution industrielle commence. Et puis, ben, ici, on est au XXe siècle, d'accord? Le méthane fait exactement à une évolution presque parallèle. Donc, vous voyez, on trouve en fait ce qu'on attend, quoi, à savoir le CO2 décolle en phase avec le réchauffement observé. Et puis, donc là, on en est à quand même plus 45% d'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Et le méthane, je ne sais plus, ça doit être dans ces eaux-là aussi. Mais bon, je reste avec le dioxyde de carbone. Et de nouveau, avec les lois de la physique qu'on connaît, on peut calculer, c'est un calcul qui prend longtemps à faire en détail et à faire sur un coin d'enveloppe qui prend pas longtemps. Et on trouve que le réchauffement attendu de ce truc-là, ce serait plus 1 degré. Mais finalement, on confirme ce qu'on s'attendait à trouver. Ah, d'accord. Et puis, bien évidemment, le méthane se met par-dessus, mais il réchauffe un petit peu moins. Donc voilà, ce sont les gaz à effet de serre. On a vu que ce sont les gaz à effet de serre. Alors, juste avant de faire mon récapitulatif, excusez-moi, intermédiaire, c'est intéressant aussi de savoir que ça, c'est rien de nouveau sous le soleil. Hein. Ça, c'est un mémoire de Monsieur Joseph Fourier sur les températures du globe terrestre et des espaces planétaires en 1824. Et ce qu'il écrit, c'est la température du sol est augmentée par l'interposition de l'atmosphère parce que la chaleur solaire trouve moins d'obstacles pour pénétrer dans l'air qu'elle n'en trouve pour repasser dans l'air lorsqu'elle est convertie en chaleur obscure. Donc ce qu'il décrit, c'est exactement l'effet de serre. L'atmosphère est transparente à la lumière du soleil, d'accord, mais elle est partiellement opaque à la radiation infrarouge qui veut sortir, que lui appelait chaleur obscure. Vous voyez, l'atmosphère, c'est comme notre corps. Notre corps, il est transparent au rayon X, mais opaque à la lumière visible. C'est pour ça qu'on voit pas, c'est pour ça qu'on met des vêtements et que nos vêtements nous cachent. Et ben l'atmosphère, c'est pareil, elle est transparente à certains types de rayonnement et partiellement opaque à d'autres. Donc, vous voyez, du point de vue scientifique, il n'y a rien de nouveau sur le Soleil. Et ça fait 200 ans qu'on sait et Cocorico, c'est Fourier, qui, à ma connaissance, a le premier écrit ça. Ça fait 200 ans qu'on sait qu'une atmosphère, potentiellement, c'est comme une couverture. Ça réchauffe la planète. Donc voilà, le climat, c'est pas la météo, il se réchauffe et c'est à cause des gaz à effet de serre. Et puis j'ai presque fini parce que maintenant on va se demander, mais ces gaz à effet de serre, d'où ils viennent, d'accord? Et un coupable, en fait, qui est innocent, qu'on désigne assez souvent, c'est les volcans, d'accord? Et en fait, il y a pas mal de raisons de innocenter les volcans. Alors, premièrement, pourquoi est-ce que les volcans se mettraient à faire maintenant quelque chose qu'ils n'ont pas fait, attention, depuis 800 000 ans? Là, vous voyez 800 000 ans d'enregistrement, d'observation si quelqu'un veut me demander comment on sait ça, il faut poser la question. La réponse est rigolote. Donc 800 000 ans d'enregistrement du CO2 dans l'atmosphère.
D'ailleurs, là, vous voyez, on voit des beaux cycles naturels. De là à là, vous avez 100 000 ans. D'accord? Ça, c'est un autre cycle de Milankovitch. Le plus long, il fait 100 000 ans. Et là, tout d'un coup, au XXe siècle, blam, ça part verticalement. D'accord? À l'échelle de 1 million d'années, vous avez presque 1 million d'années en horizontal. 100 ans, c'est presque vertical. Donc, vous voyez, Antoine, tu as une oui, question dans le chat et je crois qu'on a tous envie d'entendre ta réponse puisqu'elle est rigolote. ah, Donc, Joël demande si c'est mesuré dans les carottes de glace. oui, parce que c'est rigolo. Donc, je vais essayer d'aller le plus vite possible, mais voilà. Claude Lorius, en 1965, donc il est glaciologue, il était au pôle Sud, je crois. Après une dure journée de travail au pôle Sud, en train de boire un whisky. Je crois que c'est un whisky. Hein. Et puis, ça vous est sûrement arrivé, quand on boit, quand on met, et puis il met des glaçons dedans. Et parfois, si on fait bien attention, on entend des petits fit, fit, un petit peu de l'air qui s'échappe des glaçons qui sont en train de fondre. Et donc Lorius, il écoutait ça, et il s'est dit, bon sang, mais c'est bien sûr, cet air, c'est un échantillon de l'atmosphère qu'il y a autour de moi. Donc si sous mes pieds, je creuse à 1000 mètres et que je vais chercher la glace qui est à 1000 mètres et que j'analyse la composition d'une bulle d'air dans cette glace à 1000 mètres de profondeur, et, et que j'arrive à dater, donc vous voyez comment on arrive à savoir euh, dans cette carotte de glace-là, vous avez des stries comme ça qui permettent de compter les années. Donc disons qu'à 1000 mètres, ce soit, je vais dire n'importe quoi, hein, mais l'année moins 400 000, c'est quand même fantastique. Emprisonné dans cette glace à 1000 mètres de profondeur, vous avez un échantillon de l'atmosphère de l'année moins 400 000. Et donc c'était, je ne sais plus quand est la première fois que les gens ont fait ça, je crois que c'est dans les années 80, que les gens ont réussi le tour de force de faire cette courbe-là et ont été stupéfaits de voir finalement gravé dans la glace les cycles de Milankovitch. Vous avez des cycles de 20 000 ans, vous avez des cycles de 40 000 ans, vous avez des cycles de 100 000 ans. En fait, tout est là. Donc, merci d'avoir posé la question. Donc, vous voyez que, et ça d'ailleurs, c'est un argument qui s'applique à n'importe quel phénomène naturel qui serait responsable de cette hausse du CO2. Comment ça se fait que ça fait 1 million d'années qu'il est en train de dormir, qu'il ne fiche rien du tout, ton phénomène naturel, et puis tout d'un coup, en 100 ans, il se réveille, d'accord. Ensuite, si jamais c'était les volcans qui faisaient monter le CO2, le CO2 monterait en escalier. Vous voyez, CO2, il est comme ça, pof, une éruption. CO2 comme ça, pof, une autre éruption. CO2 comme ça, pof, une autre éruption, d'accord. Ça monterait en escalier. Sauf si les volcans se synchronisent en disant j'ai fini mon éruption, maintenant c'est à ton tour, pour qu'ils croient que c'est à nous, d'accord. Mais est-ce que vous avez vu sur les courbes d'avant de augmentation du CO2, et on va le revoir maintenant, c'est que cette augmentation, elle est très très progressive. Et puis, pour enfoncer le clou, il y a ce dernier point, les pauvres volcans, ils émettent 70 fois moins de CO2 que nous. Il y a des gens qui mesurent ça. En fait, vous pouvez penser à tout ce que vous voulez, quelqu'un le mesure quelque part. Donc 70 fois, donc ce serait vraiment injuste d'accuser les pauvres volcans alors qu'on fait 70 fois pire qu'eux. Donc voilà, c'est pas les volcans. Alors, maintenant, comment on sait que c'est nous, hein, il y a pas mal de manières, mais vous voyez, un calcul simple est très très révélateur. J'ai fait moi-même avec un tableau Excel en allant chercher les données. Hein, vous avez toutes les références des endroits où on peut trouver les données en bas des diapos. En rouge, c'est les observations. Donc vous voyez une augmentation du CO2 quand même régulière, quoi. C'est pas par à-coup, c'est pas par escalier. En bleu, c'est l'augmentation calculée uniquement en tenant compte des émissions humaines correspondant à la combustion des combustibles fossiles. Et vous voyez que les deux courbes, quand même, collent vraiment bien. Et la différence, c'est la déforestation. Si vous vous souvenez la dernière fois, depuis 200 ans, on a coupé à peu près 200 francs de forêt. Non, pas 200 francs, excusez-moi, 36 francs. 36 francs de forêt. Et ces forêts, sauf exception, en général, on les brûle et donc le carbone qu'il y avait dans les arbres part en l'air.
Et si vous vous souvenez aussi, brûler une frange de forêt, c'est à peu près une année d'émissions actuelles. Donc le trou là, c'est Antoine, la déforestation. Ouais. on a une question de Gaëtan et Rebecca. Comment les cycles de Milankovitch en fait sont liés à la concentration de CO2? Je pensais que Milankovitch était lié au rayonnement solaire. Alors, non, c'est ça, c'est une très bonne question. Je vous remercie de vous poser, comme on dit. Euh, Ce qui se passe en l'occurrence, tout à fait, hein, c'est qu'il arrive parfois dans l'histoire de l'humanité, enfin non, pas de l'humanité, excusez-moi, de la Terre, que le CO2 monte d'abord, puis la température monte. Donc là, on dit que c'est le CO2 la cause, comme en ce moment, par exemple. En ce moment, c'est le CO2 la cause. Maintenant, dans les cycles de Milankovitch, c'est plutôt le contraire. Dans les cycles de Milankovitch, c'est plutôt que d'abord le Soleil envoie un peu plus. Alors en fait, c'est pas que le Soleil envoie un peu plus, c'est que l'orbite de la Terre change un petit peu et tout et tout. Le Soleil intrinsèquement, sa luminosité change, mais sur des périodes de temps de, je sais pas moi, dizaines de millions d'années ou voire milliards d'années, beaucoup plus que ce qu'on a vu. Donc là, c'est d'abord le Soleil qui chauffe un petit peu plus. Ce qui se passe, c'est que quand le Soleil chauffe un petit peu plus, il y a plein de réservoirs de CO2, comme les océans par exemple, qui se mettent à dégager du CO2. Et ça amplifie un petit peu d'ailleurs le réchauffement. Donc en fait, le lien causal est dans les deux sens. Et donc c'est aussi quelque chose qu'on entend. Oui, pendant les cycles de Milankovitch, c'est pas le CO2 qui provoque la température. Ouais, tout à fait, exactement. C'est là le lien, c'est le lien causal du contraire. Alors quelqu'un a appelé ça l'effet Coca-Cola, à savoir, on met une bouteille de Coca-Cola au soleil, quand on l'ouvre, le gaz sort. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un sceptique, entre guillemets, qui a appelé ça l'effet Coca-Cola, mais en fait, c'est assez bien trouvé. Donc voilà, très très bonne question, durant les cycles de Milankovitch. Donc vous voyez, là, il y a soleil et là, il y a CO2, d'accord. En ce moment, le lien causal, il est par là. Durant Milankovitch, le lien causal, c'est dans l'autre sens. Euh, parce que voilà, ben, les océans se mettent à dégazer, par exemple. OK. Ah zut, j'ai tout. Il y a une autre question, Antoine. Oui. Est-ce que c'est ce qui risque de se passer, donc ce que tu viens de décrire à propos des causalités, Mhm. double causalité CO2, lien entre CO2 et réchauffement, est-ce que c'est ce qui va se passer avec la fonte du permafrost? Alors, ça, c'est quelque chose. Vous pouvez voir le speech précédent que j'ai fait au mois de novembre. Il y a d'autres points de bascule comme ça, dont les scientifiques se méfient. Parce que et donc, le permafrost, c'est l'un de ceux-là. Donc, l'idée, je résume, hein, c'est que la terre congelée, frost en anglais, c'est congelé, donc perma, c'est congelé de manière permanente. Du nord de la Russie ou du Canada, il y a des réservoirs de méthane absolument énormes. Et donc la crainte qu'ont pas mal de gens, c'est que si jamais le réchauffement passe un certain seuil, qui est pas très très connu, eh ben le permafrost commence à se décongeler pas mal, il rejette du méthane, ce méthane amplifie le réchauffement, qui amplifie la décongélation, et là vous pouvez entrer dans un cercle vicieux qui s'emballe, y compris si on ne fait rien du tout. C'est-à-dire, et donc vous pouvez aller voir ce que j'ai raconté en novembre. Il y a une étude qui a été faite il y a 6 mois. Alors une étude très 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 simple, hein. Les auteurs sont très prudents et insistent énormément sur le fait que leur modèle est très simple, où ils trouvent que passer un seuil de réchauffement, et j'ai oublié ce que c'était, eh ben la fonte du permafrost s'emballe, même si nos émissions, elles passent à zéro du jour au lendemain. C'est-à-dire que voilà, le système climatique s'emballe indépendamment de ce que nous on fait. Et, alors, j'ai fait des gribouillis sur ma diapo et maintenant c'est caché. Mais donc ce graphe-là, qu'on peut faire avec un fichier Excel, c'est pas très compliqué, hein. Si jamais vous voulez faire le calcul en allant chercher les données, il faut tenir compte du fait que les océans absorbent 50% des émissions.
D'accord. Sinon, la courbe bleue, elle passe largement au-dessus de la courbe rouge. Mais donc ça, c'est à mon sens une preuve quand même assez forte que le CO2 qui est là-haut, ben, c'est le nôtre. Et alors, vous avez d'autres preuves sur lesquelles je ne vais pas aller en détail, mais en analysant l'oxygène, le carbone 13, le carbone 14. Si vous voulez, après, je peux vous en parler. Euh, on a vraiment enfoncé les clous du fait que, bien oui, ces gaz à effet de serre, ils viennent de nous. Et puis, pour finir, alors, est-ce que les scientifiques sont d'accord? C'est-à-dire, est-ce que les gens qui participent au progrès de la connaissance scientifique dans ce domaine-là sont d'accord? Donc, il y a une enquête qui a été faite, une étude qui a été faite en 2013, qui trouvait que 97% des articles scientifiques sur le sujet, dans une période de 10 ans avant, je crois, étaient tout à fait d'accord sur ces deux questions, d'accord? Est-ce qu'il y a un réchauffement? Est-ce qu'il est d'origine humaine? Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord sur le reste, hein, que tout le monde est d'accord sur le pergisol, permafrost, Glooby-Boulga, l'Amazonie, tous les points de bascule, etc., etc. Mais en tout cas, là-dessus. Mon témoignage personnel, à 2 reprises, en 2015 et 2016, j'ai assisté à une conférence énorme qui s'appelle l'American Geophysical. Alors, c'est une conférence énorme. J'y étais en tant que physicien des plasmas, mon truc, hein, pas en tant que scientifique du climat, mais j'en profite évidemment pour aller écouter tous les speeches qui parlent du climat. Donc, vous voyez, 25 000 participants, 23 000 interventions. Vous voyez, il y a 2 000 tirs au flanc qui, je sais pas ce qu'ils font. Alors, j'ai bien fait attention. En plus, vous pouvez feuilleter le programme. Enfin, feuilleter, ça prend du temps parce que 25 000 participants, mais feuilleter le programme de la science du climat, qui n'est qu'une petite partie de ce meeting, sur Internet. Combien de speeches, d'interventions, avec pour titre un truc dans le genre « Est-ce qu'il y a vraiment un réchauffement ?» 0. Ah, d'accord. Combien de speeches? Quelle est l'origine du réchauffement? Est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est l'activité humaine? 0. Ah, d'accord. Donc, c'est plus des questions qui se posent. Et puis, vous pouvez tout à fait, ça prend un peu plus de temps, d'accord, et un effort suivi. Vérifiez vous-même le consensus scientifique. Il suffit de s'abonner à la table des matières de Nature ou alors de Science Mag ou de PNAS. Donc, PNAS, c'est, excusez-moi, tout est en anglais, Proceeding of National Academy of Science. C'est un peu un journal publié par l'Académie des sciences américaine. Et juste en lisant les titres ou alors les éditoriaux de ces 3 journaux pendant 6 mois, ben vous allez un peu vous mettre au parfum, vous allez un peu vous rendre compte de quoi les gens parlent, quelles sont les questions ouvertes, quelles sont les questions qui ne se posent plus. Et vous vous rendrez compte que, ben oui, on ne se demande plus s'il y a vraiment un réchauffement ou pas, et on ne se demande plus d'où est-ce qu'il vient. Donc voilà, alors un peu de lecture. Donc ça, c'est le GIEC, hein, l'IPCC, ça c'est Jean Covizy qui raconte beaucoup de choses intéressantes. Wikipédia, j'ai jamais lu des choses, des grosses bêtises, ni même des petites, dans les sujets sur lesquels j'ai une quelconque expertise dans Wikipédia. Ça, c'est un bouquin, Évangile et changement climatique, que Jean-François avait édité. J'y avais écrit un chapitre qui raconte plus ou moins ce que je viens de vous dire. Et une chose intéressante au rayon réponse aux sceptiques, le GIEC, les gens qui écrivent, les scientifiques qui écrivent les rapports publiés par le GIEC ne sont pas des employés du GIEC. D'accord? C'est en France des employés du CNRS, des profs de fac. Dans ma fac, il y en a eu 1 ou 2. Catherine Ayho, que peut-être certains d'entre vous connaissent, elle est prof de fac dans une université au Texas. Elle a participé à ces rapports. Donc, c'est des gens qui, dans les instituts de recherche ou les universités du monde entier, acceptent de prendre de dédier une partie de leur temps à la rédaction de ces rapports. D'accord? C'est pas du tout des ronds de cuir employés par le GIEC dans une cave aux Nations Unies à qui on dit quoi écrire. Donc voilà, bah écoutez, j'ai fini. Hein. Donc le climat, c'est pas la météo, il se réchauffe à cause des gaz à effet de serre. Ils viennent de nous et les experts sont d'accord. Donc voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Antoine. Alors, je vous propose que ceux qui ont des questions puissent en poser.
Et je ne sais pas si il y a des gens qui veulent. Ah voilà, il y a déjà des questions. Vous pouvez les mettre dans le chat ou vous pouvez aussi réactiver vos micros. Normalement, vous devriez pouvoir le faire. Sinon, vous mettez un petit message dans le chat et je vous le réactiverai. Si vous avez donc des questions, vous pouvez le faire soit par écrit, soit en réactivant vos micros. Mais là, on a donc Nathalie qui demande, on entend souvent dire que même si on arrêtait de générer des gaz à effet de serre dès maintenant, on subirait quand même le réchauffement pendant beaucoup d'années. Est-ce vrai? Et si oui, pourquoi? Alors ça, c'est tout à fait vrai. Ne serait-ce parce que le CO2, il met beaucoup de temps à s'évacuer. Donc là, actuellement, il y a dans l'atmosphère une certaine quantité de CO2 qu'on a mise. Et si j'ai pas de diapo avec un graphe là-dessus. Non, désolé, j'aurais dû prévoir ça. Et même si on arrêtait, en fait, c'est un peu comme une baignoire. L'atmosphère, c'est un petit, on peut imaginer ça comme une baignoire qui aurait juste un tout petit trou pour se vider. Donc là, on l'a rempli très rapidement pendant 200 ans, on va dire, depuis 1800. Si on arrête de la remplir, ben, elle met très longtemps à se vider. Parce que les cycles naturels, les processus naturels qui absorbent l'excès du CO2, je ne sais pas, mais je crois que les échelles de temps, c'est plusieurs siècles. Et puis en plus, il y a certains processus qui sont lancés et qui ont de l'inertie. Par exemple, le réchauffement des océans, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Vous pouvez imaginer que c'est une masse d'eau tellement énorme, ça a une certaine inertie. Et donc, ça va continuer sur sa lancée. Donc oui, si vous allez sur la page du GIEC, vous allez trouver des calculs comme ça qui disent, bon, si jamais on coupe les émissions à zéro aujourd'hui, pendant combien de temps on a encore un réchauffement? C'est-à-dire la température, je crois qu'on gagne, quoi qu'on arrive, on gagne un demi-degré de plus, juste par inertie. Mais ensuite, ce demi-degré de plus, il reste là pour plusieurs siècles. Merci Antoine. On a Julien Labette qui demande la parole. Vous pouvez lever la main aussi si vous savez comment faire, mais sinon vous mettez dans le chat, ça va très bien aussi. Alors, merci Antoine pour la présentation. Non, mais... J'ai trouvé tes arguments très convaincants en disant oui, il y a un changement climatique, l'humanité en est responsable. Et en fait, moi, la question que je me pose, c'est je suppose que les climato-sceptiques ont aussi un argumentaire très intéressant et qui pourrait être très convaincant. Et ça m'intéresserait bien de le connaître parce que je ne le connais pas. Alors, je ne sais pas si c'est possible de répondre là rapidement ou si ça fait l'objet carrément d'une autre soirée de comment répondre aux climato-sceptiques, comment les comprendre, etc. Mais moi, j'ai l'impression que je ne suis pas forcément convaincu quand tu dis il y a 97% de la communauté scientifique qui dit qu'il y a un changement climatique, puis il y a 3% qui disent non. La personne à qui disait que la Terre était ronde était toute seule au début et en fait c'est la réalité. Donc peut-être que c'est les 97 qui se trompent peut-être et puis les 3% qui ont raison. C'est pas ce que je crois, mais ouais. Alors, juste pour la petite histoire, hein, ça fait 2400 ans qu'on sait que la Terre est ronde. Et avec tout le mal qu'on peut facilement penser des l'Église catholique ne pensait pas qu'elle était plate. J'ai un très bon copain qui est en train de faire une thèse de doctorat là-dessus, c'est-à-dire sur l'une des premières fake news de l'histoire. Okay. Fake news étant que oui, l'Église catholique a dit que la Terre était plate. En fait, c'est une fake news, elle l'a pas dit. Il y a quelques exceptions par-ci par-là. Mais sinon, écoute, c'est aussi une très bonne question. Alors, un élément de réponse, que tu saches, quand je fais ce cours-là chaque année dans ma fac, donc je raconte pas la science du climat en 30 minutes, j'y raconte en 8 heures peut-être. Et après, je fais faire des travaux pratiques à mes étudiants. C'est aller sur le web, expliquez-moi, trouvez-moi des gens qui racontent que tout ce que je vous ai dit, c'est des bêtises, et expliquez-moi pourquoi c'est des bêtises. Et je joue l'avocat du diable avec chacun d'eux. Et en fait, ils sont tout à fait capables d'expliquer pourquoi c'est des bêtises, parce que les arguments, en fait, j'en ai raconté pas mal. Hein.
Les arguments, c'est ouais, si on peut pas, comment on peut prévoir la météo enfin, comment on peut prévoir le climat si on peut pas prévoir la météo? Ben parce que c'est pas la même chose. Voilà. Ou alors, écoute, je te dis, en 2013, ils avaient compté 97%. Moi, je feuillete, j'épluche la table des matières de nature et science depuis 15 ans chaque semaine, parce que c'est mon job. Enfin, ça fait partie de mon job, d'accord, je suis pas payé pour ça. Mais ça fait partie de mon job. J'ai jamais vu aucun article, et pour des bonnes raisons. Donc, je comprends tout à fait qu'on se dise ah oui, mais les sceptiques, ils ont sûrement des arguments aussi. Ouais, ils en ont. Que tu saches, hein, moi, quand j'ai débarqué là en 2015, je savais même pas qu'il y avait un changement climatique. Et donc, j'étais vierge de ce côté-là. Il me semble que quand on commence à mettre un peu les mains dans le cambouis, on se rend compte rapidement que les arguments, d'une part, ils sont complètement incohérents. Parfois, s'il n'y a pas de réchauffement, parfois, s'il y a un réchauffement, c'est la faute des volcans. Parfois, c'est la faute des rayons cosmiques. Donc, ça part un peu dans tous les sens. Et puis que, ouais, d'autre part, ils ne tiennent pas la route. Alors, je te dis, le consensus scientifique, je t'ai dit, tu peux tout à fait aller te rendre compte par toi-même. Maintenant, oui, ça prend un certain temps. Tout à fait. Arriver à se faire une opinion personnelle sur tous ces sujets-là, ça prend un certain temps. Ephraim, merci Antoine. Ephraim voulait poser une question. Oui. Oui, je regardais juste si le micro est activé. Donc, quelque chose auquel les contemporains, enfin, et les personnes autour de nous sont sensibles aussi, c'est les fluctuations de la météo. Dans le sens où je crois que c'était l'année dernière où il y avait un mois de février particulièrement doux et on entendait tout le monde dire oh là là, réchauffement climatique, etc. Là, on sort d'un hiver qui a été plus froid et on entend beaucoup moins les gens en parler et peut-être même des fois, enfin les climato-sceptiques rebondissent dessus pour dire mais vous voyez, en fait, ça se réchauffe pas et tout ça. Donc ma question c'est à quoi on doit s'attendre en France, au niveau européen, comme évolution au niveau du climat, parce que parfois j'entends qu'on aura des hivers plus froids, des fois j'entends tout va être plus chaud, enfin je sais pas, j'ai l'impression que c'est... Non, c'est une très bonne question. Et en règle générale, attribuer un événement ponctuel au changement climatique, c'est vachement dangereux, quoi. Donc une image, c'est vachement dangereux parce que c'est très difficile à attribuer. Si par exemple on revient, regardez je reviens à Nantes en 2018, la température quotidienne, elle est assez sauvage, hein. Vous voyez, là vous avez un extrême super bas. Donc on pourrait tout à fait imaginer quelqu'un qui dit ah mais cette oscillation là de température, ça doit venir du soleil et ses inclinaisons, et quelqu'un qui montrerait ce bas là à la fin du printemps en disant oui, allez pas nous raconter d'histoire, il n'y a pas de saison puisque là il a fait plus froid. Donc tout ça pour dire, alors j'ai une illustration qui est assez sympa, je sais plus si je l'ai piqué à quelqu'un ou si c'est en parlant des étudiants, qui explique pourquoi c'est pas facile d'attribuer un événement concret. Imaginez un dé pour jouer. D'accord? Et puis, imaginez que donc je triche, je pipe le dé et je vais alourdir un peu la face opposée au 6. Donc, je ne sais pas si vous me voyez, mais voilà, là, vous avez... Tiens, d'ailleurs, normalement, j'ai un dé quelque part et je ne sais pas où j'ai caché. Donc là, vous avez votre dé, d'accord? Là, vous avez le 6 et là, je ne sais pas quelle face vous avez. On va dire que vous avez le 1, d'accord? Je ne sais pas si dans un vrai dé, c'est comme ça, mais bon, on va dire que vous avez le 1. Donc, si le 1 est plus lourd, quand je lance mon dé, le 6 va tomber plus souvent. OK? Donc, si je le lance 100 fois, enfin, si je le lance 60 fois, pour diviser par 6 facilement, au lieu que le 6 tombe aux alentours de 60 sur 6, aux alentours de 10 fois, il va peut-être tomber un peu plus. Maintenant, imaginons que je lance ce même dé et que le 6 tombe, savoir si le 6 serait tombé de toute manière, ou s'il est tombé parce que j'ai triché,
Ça peut être vachement difficile à savoir. En revanche, ce qui est évident, c'est que si je le fais 100 fois, le 6 va tomber plus facilement, plus souvent. D'accord. Donc, vous voyez, finalement, on retrouve l'histoire de météo et climat. La météo, c'est arriver à savoir pourquoi il est tombé exactement sur cette face. Le climat, c'est, bon, bah, écoute, si je le lance 100 fois, statistiquement, il va plus souvent tomber sur le 6. Et puis voilà. Et ça, c'est évident pour tout le monde. C'est pour ça, d'ailleurs, que les gens pipent les dés, même s'ils savent pas calculer comment ça tomberait. Donc, maintenant, on s'attend tout à fait à des étés plus chauds, évidemment. Mais savoir attribuer tel ou tel mois, etc. Là, ça devient vraiment compliqué. Alors, pour compliquer les choses, quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, et qui est tout à fait une conséquence attendue du réchauffement climatique, c'est la chose suivante. Par exemple, les hivers super polaires aux États-Unis. Ce qui se passe, c'est que tout le monde connaît le jet stream. Enfin, beaucoup de gens connaissent le jet stream, qui est ce courant d'air qui va d'ouest en est à très haute vitesse dans l'hémisphère nord. Et dans un climat stable, un peu plus froid que maintenant, et ben là en haut il fait très froid, ici il fait plus chaud, et donc le jet stream il se tient tranquille. Ça, cette ceinture, je dirais, elle est assez ferme. Et avec le réchauffement climatique, ce qui se passe, c'est que le pôle Nord se réchauffe plus que le reste d'ailleurs. Et donc, quand on fait les calculs et qu'on regarde un peu la physique de la chose, on se rend compte que le jet stream, il devient un peu comme un élastique qui se relâche et il commence à osciller. Donc ça, c'est finalement quelque chose qui évidemment a des conséquences énormes sur la météo, mais qui ajoute une instabilité de la météo et du climat à nos latitudes, et qui ensuite va être effectivement assez difficile à prévoir. Mais ceci dit, c'est tout à fait une conséquence, peut-être paradoxale, mais une conséquence attendue. Donc voilà, je dirais pour résumer tout ça que le climat, c'est, je dirais, la moyenne de ce qui se passe sur une dizaine d'années. Là, on commence à voir le climat, d'accord ? Maintenant, savoir si telle tempête ou tel ouragan ou telle semaine très très froide à Nantes à la fin du printemps ou très très chaude en hiver ponctuellement et fruit du changement climatique, ça c'est vraiment pas facile à savoir. Et effectivement, chaque fois que j'entends des gens qui luttent contre le changement climatique claironner un peu trop ça, je me dis aïe aïe aïe, ils sont en train de se transformer en cible parce qu'ils avancent quelque chose qui n'est pas vraiment en béton, quoi. Merci Antoine. Il y a pas mal d'autres questions, donc je vais t'en lire plusieurs et puis tu pourras peut-être faire une réponse globale ou voir dans quel ordre tu les traites. Alors, il y a une question sur quel est le processus naturel qui évacue le CO2 de l'atmosphère? Alors, il y a eu quelques réponses un peu dans le chat de Joël, mais il y a des personnes qui voulaient t'entendre sur la question. Il y a une question sur la vapeur d'eau. Si la température augmente, l'air peut donc s'accumuler d'un taux de vapeur d'eau supérieur et donc ça contribue au réchauffement et ainsi de suite. Est-ce négligeable? Donc, un effet feedback en fait. Alors attends, je peux faire parce que après je vais les oublier sinon. D'accord. Ok. Donc rapidement. Alors, peut-être des réponses courtes simplement parce qu'on va devoir. Donc pour la vapeur d'eau, oui, tout à fait, ça amplifie le réchauffement. Donc si ça se réchauffe, l'atmosphère peut avoir un petit peu plus de vapeur d'eau et donc ça se réchauffe un petit peu plus et ça s'amplifie. Et un copain scientifique du climat m'a dit que ça double à peu près le réchauffement juste dû au CO2. Maintenant, la première question. Alors ça, je vous invite à aller sur Internet, soit chez Jean Covici, soit sur le site du GIEC, chercher cycle du carbone. Parce qu'effectivement, il y a tout un tas de phénomènes naturels qui font que
regardez là, la diapo que je vous ai montrée, que là, pendant 1000 ans, en fait, non, de l'an 1000 à 1800, le taux de carbone dans l'atmosphère était fixe. Enfin, était quasiment fixe, d'accord. Donc, il y a tout un tas de phénomènes naturels. Par exemple, les arbres absorbent du carbone, et puis ensuite, les arbres, ils rejettent du carbone. Et puis, les océans, ils absorbent du carbone, et puis les océans, ils rejettent du carbone. Donc, ça s'appelle cycle du carbone. Maintenant, c'est très, très étudié. Et si vous allez soit sur le GIEC, soit Sejanco, soit peut-être ailleurs, je ne sais pas, cherchez cycle du carbone, vous allez trouver tout ça expliqué. Le truc clé étant que tous ces mécanismes naturels, ils n'ont pas le temps de s'ajuster. On balance du carbone trop vite et ils n'ont pas le temps de réagir. Et c'est pour ça que le carbone monte après cette du tranquille pendant 2000 ans, quoi. Merci Antoine. Alors, il y a encore une question un peu en lien avec le cycle du carbone. Est-ce vrai que ce sont les océans qui évacuent le CO2 de l'atmosphère en majorité? On dit souvent uniquement que ce sont les arbres. Je ne sais pas. Je sais que les océans absorbent la moitié du CO2 qu'on émet. Sinon, les réponses vont se trouver dans ces pages sur le cycle du carbone dont je vous ai parlé. Donc, je pourrais vite fait aller vérifier sur Internet. Tapez cycle du carbone et vous avez des diagrammes avec des flèches qui montent, qui descendent et tout ça. Donc, je n'ai pas la réponse en tête là. En fait, pour répondre rapidement, il faut voir que quand c'est des arbres qui absorbent le carbone, souvent les arbres, après, ils meurent ou ils sont brûlés et ils relâchent une partie de leur carbone. Alors, il y en a une partie qui est emprisonnée quand même, soit si on fait des meubles avec les arbres, ils restent emprisonnés. Si on l'enfouit dans la terre ou qu'il se décompose très lentement, il reste aussi emprisonné. Par contre, dans les océans, il y a du phytoplancton, par exemple, qui lui va pouvoir aller se déposer au fond de l'océan et lui ne va pas être relâché dans l'atmosphère. C'est pour ça que en tout cas pas tout de suite. C'est pour ça que l'océan absorbe une partie du CO2. Alors, une autre question de Patrick. J'avais revu l'action des volcans sur les périodes glaciaires par leur émission de poussière bloquant une partie du rayonnement solaire. Pourquoi est-ce que personne ne propose de trouver un moyen d'activer les volcans pour limiter le réchauffement, le temps d'agir sur les causes? Donc, c'est sur la géo-ingénierie, en quelque sorte. Non, tout à fait. Mais effectivement, vous avez raison. À court terme, je n'ai pas montré de courbe qui montre ça, mais il y en a. À court terme, les volcans, par les poussières qu'ils envoient, refroidissent. Le problème, c'est qu'un jour ou l'autre, les poussières, elles retombent sur Terre. Elles n'y restent pas là-haut. Ne serait-ce que par la gravité, la gravitation, par les pluies ou tout ça. Donc, sur une échelle de temps de quelques années, les poussières, elles retombent. Mais sinon, effectivement, il y a tout un tas de gens qui étudient ce qu'on appelle la géo-ingénierie, à savoir qui se disent si on n'arrive pas à faire baisser le CO2 assez rapidement, pourquoi est-ce qu'on mettrait pas, on pulvériserait pas des aérosols? Alors, il faut pulvériser dans l'atmosphère des trucs qui restent, d'accord? Pas des machins qui vont retomber. Donc, c'est-à-dire des choses très, très fins. Par exemple, aussi fin que le CO2. Par exemple, le CO2, il ne retombe pas par terre. Donc, des aérosols. Il y a même des idées de mettre un écran géant dans l'espace, comme un parasol sur la Terre. Donc, il y a beaucoup d'idées comme ça. Mais sinon, voilà, en ce qui concerne les poussières des volcans, ça refroidit quelques années et après les poussières, elles retombent. Merci Antoine. Est-ce que tu peux dire un mot sur les... Ah, excuse-moi, Patrick, tu voulais intervenir. En fait, oui, parce que il y a des périodes glaciaires qui ont quand même duré plus d'une centaine d'années, il me semblait. Mm-hmm. Ah oui, non, tout à fait. Même plusieurs milliers d'années. La dernière, elle a dû durer milliers d'années. Ça, que je sache, le moteur principal, c'était les cycles de Milankovitch. À savoir une combinaison, comme j'ai dit, pas le Soleil en lui-même qui chauffe moins, mais l'orbite, des paramètres astronomiques, on va dire, qui font que pendant quelques milliers d'années, la Terre reçoit moins d'énergie du Soleil. Et donc ça, évidemment, ça refroidit.
D'accord, parce qu'au niveau de la Révolution française, j'avais lu un article qui disait que, il y avait des volcans qui avaient fait, enfin, qui faisaient qu'à ce moment-là, il y avait une période plus froide, quelques Oui, années avant. Enfin. ouais, tout à fait. Je crois qu'il y a effectivement C'est 1815 surtout. Il y a eu un volcan en 1815 qui a fait qu'il y a eu ce qu'on a appelé un été sans hiver en Europe, effectivement, plutôt une année sans été en Europe. Suite à une éruption d'un volcan en 1815 dont j'oublie le nom, je ne crois pas me souvenir, Patrick, qu'il y en a eu un au moment de la Révolution française. Mais par contre, ça a amené un certain nombre de troubles en Europe. Effectivement, ça a été un été complètement pourri qui a eu des répercussions sur les récoltes, etc. À une époque où il n'y avait pas tout le monde qui avait mangé à sa faim. Donc, les plus petites perturbations au niveau des récoltes de céréales, notamment, pouvaient entraîner des révolutions. Je pense que c'est à ça probablement que tu fais allusion. Ouais. Oui, mais il y avait déjà quelque chose avant 1780, 1750, 60, ou je sais pas quoi, apparemment, mais donc ouais, le même principe, quoi. Ouais, c'est des impacts ponctuels. D'accord. Alors, il y a une question sur. Attendez, du coup, je suis un peu paumé dans les questions. Il y avait une question sur les puits de carbone. Ah ouais, donc là, on revient au cycle du carbone. Oui. Alors, quelle est la question plus précisément? Alors, les puits à CO2, on en parle, non? Qu'est-ce que c'est? C'est ce dont on vient de parler, par exemple, c'est l'océan qui absorbe du carbone juste par des phénomènes chimiques, le plancton qui absorbe du carbone et puis qui meurt et qui tombe au fond, les arbres qui absorbent du carbone. Donc c'est, je dirais, tous les systèmes, toutes les composantes du système naturel qui absorbent du carbone. Alors maintenant, ce qui se passe, dont je ne les connais pas tous en détail, hein, ce qui se passe, c'est comme on voit sur cette courbe-là, elle est très instructive cette courbe-là, c'est que vous avez dans l'histoire de la Terre des périodes de presque 2000 ans où le carbone est stable. Et donc ça, c'est la preuve que il y a des émissions de carbone et il y a des puits de carbone. Et jusque il y a 200 ans, ils se compensaient. Vous voyez, ils se sont joyeusement compensés pendant 2000 ans. Donc de nouveau, si vous allez chercher cycle du carbone, vous allez entendre parler de tous ces puits de carbone. Et je crois que pour ce qui nous intéresse, la donnée intéressante, c'est que ces puits de carbone naturels n'ont pas le temps de s'adapter. Ça va trop vite. Je vous dis, c'est un petit peu comme une baignoire où il n'y aurait que juste un petit trou. Donc, si jamais vous la remplissez très lentement, et elle se vide au même rythme. Ça va, le niveau dedans reste stable. Mais si tout d'un coup vous accélérez le débit, le niveau va monter. Et c'est ce qui est en train de se passer. Merci Antoine. Alors, je pense que ça risque d'être peut-être la dernière question, parce qu'après, on a encore pas mal de questions, de news à vous partager. Une question de Calum sur le nucléaire. Je lis des arguments différents par rapport à son impact écologique. C'est plutôt bon ou pas bon comme solution? Je pense à la France avec sa dépendance et son engagement avec le nucléaire. Pouvez-vous expliquer de manière simple qu'est-ce qui fait que le nucléaire est mauvais ou pas? Ou si vous croyez que la science va améliorer ce domaine? Alors, non, mais déjà, une chose dont je me suis rendu compte en enseignant tout ça, et il y a un chapitre dédié à ça dans mon bouquin, c'est que des sources d'énergie bonnes, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Il y a juste des sources d'énergie dont Greenpeace, que Greenpeace n'a pas diabolisé. Alors, excusez-moi, je suis peut-être un peu trop direct. Prenons l'hydroélectricité, par exemple. En 1969, il y a un barrage qui s'est pété en Italie, à Vaillonte, qui a tué 2000 personnes. En 1975, à Banqiao, en Chine, plus de 100 000 morts. En 1979, à Morvi, en Inde, 15 000 morts. Comme les barrages, ça consiste à bloquer une rivière.
Quand vous faites un barrage, vous transformez une rivière en lac, et assez souvent, des gens vivent le long des rivières. Selon les chiffres des Nations Unies, il y a eu à peu près au XXe siècle 20 à 30 millions de personnes déplacées à cause des barrages dans le monde entier. Je dirais que tout le monde s'en fout. Excusez-moi d'être assez direct. Pourquoi? Parce que aucun activiste un peu excité n'a décidé qu'il fallait sortir de l'hydro. Les combustibles fossiles, ça tue à tour de bras, évidemment. On va pas commencer à faire le tour des pétrodictateurs du monde entier, des guerres qui ont été faites pour ça et tout. Les moulins à vent, pour le moment, ça pose pas trop de problèmes. Peut-être oui, hein, parce qu'il n'y en a pas tellement. Maintenant, quand on va commencer à devoir mettre tout ça dans des batteries pour approvisionner en électricité de manière massive un pays, bon, il y a des gens qui parlent de mettre de l'hydrogène. Ben, écoutez, demandez aux gens de la navette Challenger, ils en savent quelque chose de l'hydrogène. Donc l'idée, c'est que les énergies bonnes, ça n'existe pas. À partir du moment où on cherche de l'énergie, on cherche des problèmes. Et donc dans mon bouquin, d'ailleurs, je cite un ouvrage sur les risques industriels. Et les gens qui vont dans une usine pour chasser les risques industriels vont d'abord aux sources d'énergie, parce que c'est là où il y a des problèmes. Maintenant, je vais essayer d'aller le plus rapidement possible. Donc ça, c'est la raison pour laquelle le nucléaire me fait pas plus peur que l'hydroélectrique, par exemple. Maintenant, sur le nucléaire, est-ce qu'on pourrait éviter d'avoir des déchets? Non. Les réacteurs nucléaires actuellement, ils coupent en deux des gros atomes. Et dans l'univers où on est, quand ces gros atomes se coupent en deux, et ben, ça fait tout un tas de bazar radioactif. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ces bazars radioactifs, ceux qui sont vraiment, vraiment embêtants, pour la France, qui fait 90% de son énergie nucléaire, de son électricité avec l'énergie nucléaire depuis, je sais pas moi, les années 80, c'est des jets qui sont vraiment embêtants et qui, oui, il faut enfouir 100 000 ans ou un truc comme ça. Ils occupent une piscine olympique ou peut-être 2 piscines olympiques. Donc oui, c'est embêtant, mais franchement, c'est pas une montagne. Et il y a dans le monde, au Gabon, un réacteur nucléaire naturel. Je ne vais pas vous expliquer comment il s'est formé, mais vous cherchez Oklo, Gabon, O-K-L-O. Gabon, un réacteur nucléaire naturel qui est là depuis des milliards d'années. Et donc, il y a forcément tous les déchets dedans qu'on trouve dans une centrale nucléaire. Et ça va, ils sont bien piégés dans la roche et tout ça. Donc, en résumé, je dirais que voilà, on a une grande partie du débat surgit du fait qu'on a l'impression que le nucléaire, c'est la seule énergie qui soit dangereuse. Et en fait, je trouve qu'elles sont toutes dangereuses. C'est juste qu'il y a certains dangers dont on ne parle pas. Ah, et pour finir, pour arriver à trouver des chiffres fiables, fabriqués de la même manière sont fabriqués les rapports du GIEC, il faut aller sur les Nations Unies. Je vais vous le taper dans le chat, un site qui s'appelle unskier.org, où de la même manière que le GIEC, c'est les Nations Unies qui demandent à des scientifiques de faire un rapport, l'UNSCIR, c'est les scientifiques qui demandent, les Nations Unies, pardon, qui demandent à des scientifiques de faire un rapport. Et par exemple, Fukushima, il y a 0 mort. Et oui, des dizaines de milliers de déplacés. Je viens vous dire que l'énergie hydroélectrique a déplacé 20 millions de personnes. Donc, c'est tout aussi... Mais voilà, il faut aller sur ce site-là pour trouver des sources fiables, parce que l'énergie nucléaire, c'est un sujet extrêmement polarisé, et vous allez trouver tout et n'importe quoi. Je me souviens, et je finirai là-dessus, je ne sais pas si certains d'entre vous avaient entendu parler de El Niño, qui est un phénomène météorologique, climatique, complètement naturel, source d'oscillation du climat naturel dans le Pacifique. Et donc, quand vous regardez une carte du Pacifique colorée avec sa température, et ben, le long de l'équateur, quasiment jusqu'en Asie, depuis les États-Unis, vous trouvez une grande tache chaude. Et je me souviens d'avoir vu un site écolo qui disait que ça, c'était Fukushima. Ce qui est absolument n'importe quoi.
D'accord. C'est du même niveau que Jules César a tué Napoléon. Exactement du même niveau. Donc c'est pour ça que les sites comme unskir.org sont une bonne idée. Voilà, voilà. Merci beaucoup Antoine. On a un tout petit peu débordé, mais je pense que ça valait le coup. Donc merci vraiment pour cette présentation très claire. Et si certains d'entre vous, vous avez encore des questions qui vous brûlent, que vous souhaitez poser à Antoine, il vous a laissé son email. Peut-être tu peux le remettre dans le chat, Antoine, et vous pouvez le contacter. Pour qu'il vous réponde ou qu'il vous pointe vers des ressources pour vous aider.